Nouveau numéro de votre matinale Nopiden. Mesdames, Messieurs, nous sommes une fois encore très ravis de vous retrouver ce matin et nous espérons que vous êtes bien réveillés. Bonjour à chacun et à tous. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé, comment vous allez ce matin? Je vais super bien par la grâce de Dieu et vous? Je vais bien aussi, nous allons encore parler de la cravate aujourd'hui. Vous finirez pas me faire ne plus porter de cravate. Non mais continuez parce que c'est très beau. Bonjour également. Merci, j'aime bien votre corsage aussi. Merci Alain. Bien uniformisé. Merci beaucoup. Ah ouais. Bonjour également à vous chers téléspectateurs. C'est parti pour 90 minutes et c'est un plaisir pour nous. Nous avons concocté de très belles choses et nous parlons aujourd'hui de musique Alain. Musique béninoise, nouvelle génération, est-ce un boulevard pour la dépravation? Mesdames, Messieurs, lorsqu'on suit la nouvelle génération de chanteurs, musiciens, on a l'impression qu'ils n'ont plus la notion du code que les anciens utilisaient pour désigner des choses et phénomènes sensibles. Ils livrent le message tout cru de manière à choquer l'auditoire. Qu'est-ce qui explique un tel comportement? Dans quelques années, quel type de citoyens aurons-nous si la chose continue, étant donné que la musique contribue à éduquer les masses? Mesdames, Messieurs, c'est disons la grande question que nous nous sommes posés ce matin et avec justement les concernés, pour ne pas dire les acteurs de la musique, nous allons en parler. Ah oui, et nous sommes impatients de les recevoir. On se demande ce qui explique ça. Ce qui est sûr, ils sont avisés, ils pourront bien se prononcer sur la question et je vous conseille, chers téléspectateurs, de rester connectés. Et justement, parlant de connexion, nous irons dans la nature pour redécouvrir ou découvrir pour certains les merveilles d'une partie de notre pays, le Bénin. Ouidah, la capitale historique et touristique, Ouidah qui fait donc sa mue, je dirais, ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années. C'est toute une fierté pour nous, Béninois, de vous inviter à visiter cette ville où cohabitent différentes religions, mais aussi une ville chargée d'histoire. Absolument. Et justement, malgré cette mue dont vous parlez, Alain, quand on se promène, on a toujours l'impression de revivre, hein, je dirais, ces histoires, la traite négrière et tout ce qui constitue Ouidah, tout ce qui fait sa charge. Et moi, c'est toujours un plaisir pour moi d'y aller. Je ne m'en lasse jamais. Et justement, vous avez sorti le mot, Jennifer, la charge. Vous savez, il y a comme une âme, il y a comme l'âme de nos ancêtres qui continue de régner donc sur Ouidah. Et il y a cette, je dirais, cette présence indicible, mais remarquable que l'on vit lorsqu'on emprunte, par exemple, la route de l'esclave.
Voyez-vous, je pense que c'est... Tout en émotion, hein, Ah oui, je vais tout, dire. tout à fait, tout à fait. Je pense que nos amis qui nous suivent de par le monde reçoivent déjà ce matin notre invitation à visiter Ouida. Tout à fait. Alors, Jennifer, on enclenche sur une autre rubrique. Tout de suite, nous allons rire un peu, Alain. Vous êtes prêts? Le sourire matinal. Oui, je suis prêt. Allez, mesdames, messieurs, voici l'humour. Non, vous savez, la pauvreté, c'est pas bon. Avant que j'étais pauvre, je suis allé manger chez une dame là. Donc, j'ai acheté à Kassas 100 francs. Oui. C'est comme ça on fait. Quand un boss est venu, il a fait viande 3000, guilopo. Je n'ai pas mangé, j'ai passé trop tard. Moi. Guilopo, et un goût revi. Et la goût revi. Ça, c'est la pauvreté qui fait les choses comme ça. Parce que c'est l'autre qui mange, mais c'est toi qui souffres. Mais ça va. Mais la richesse aussi, c'est pas bon. Hein. Quand tu changes, surtout quand l'argent tombe sur toi rapidement, beau comme ça, et tu changes rapidement sans t'en rendre compte. Ça m'est arrivé la dernière fois. Hein? Je suis passé devant une maison vitrée. J'ai vu quelqu'un derrière moi, j'ai dit bonsoir tonton, c'était moi-même. Quand tu es pauvre et quand tu as un chien, il ne faut pas venir la nuit. Parce que tu ne le donnes pas à manger. Hein? Si tu viens à 2 heures et tu ouvres le portail, il aboie sur toi. Quand tu dis reste, c'est moi, il raboie encore. Oh! Alors, quand tu as l'argent, c'est bon. Tu peux venir à 3 heures du matin, ton chien, il sait que c'est toi, il mange shawarma. Quand tu viens, il sait que c'est le chien, il miaule. Ça, c'est le chien de riche, mais chien de pauvre. Chien de pauvre à qui tu ne donnes pas à manger. Quand un voleur vient te voler, il faut rester tranquille, il n'a qu'à voler. Parce que quand tu dis reste, attaque-le, c'est toi qui l'attaques. Maman, j'ai failli. Maintenant, bon, aujourd'hui, j'ai un chihuahua. C'est pas un chien, c'est un chat qui ressemble à un chien. Mesdames, Messieurs, instant humour. Jennifer, nous allons sans plus tarder aller sur la piste de danse, n'est-ce pas? Oui, aller sur la piste de danse. Et aujourd'hui, Alain, c'est un très beau métissage entre le Bénin et le Togo sur une très belle mélodie que j'apprécie beaucoup en tout cas, dans le clip du jour. Je pense que...
Et oui, c'était là le clip du jour, ce clip qui s'est révélé comme, disons, l'une des meilleures collaborations musicales entre le Bénin et le Togo. Le Bénin naturellement représenté par celle qui désormais fait office de diva, hein, Zainab, avec Centrino. Voilà, deux artistes assez en vogue, je dirais. Zainab qui n'a pas perdu sa notoriété. Centrinos qui monte, mais en tout cas, c'est pour notre plaisir. Hein, n'est-ce pas? Et pour le plaisir des téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce qui va certainement vous faire plaisir, c'est le plat de résistance de cette matinale que nous allons aborder juste après ce jingle. Parfois, à l'écoute d'une chanson ou de certaines chansons de musique béninoise ou bien d'artistes béninois, l'on est choqué. Parfois, on se demande si il y a eu un parolier, un arrangeur ou quelqu'un a écouté avant que, ou quelqu'un a lu le texte avant que l'artiste ne pose en studio. Tellement certaines chansons sont remplies de grossièreté, d'obscénité et parfois même de vulgarité. On se pose la question de savoir, étant donné que la musique participe à éduquer les masses, à éduquer la population, quel type de citoyens aurons-nous dans 20 ans, dans 15 ans, si cela continue ainsi? Pourquoi la nouvelle génération a tendance à ne pas prendre exemple sur l'ancienne génération qui avait des codes bien spécifiques qui pouvaient désigner des choses qui ne peuvent pas choquer la morale. Pour en parler, Jennifer Sativi et moi recevons pour vous deux invités sur ce plateau, un autre téléphone. Exactement, nous avons sur ce plateau Habib Dakpougan. Bonjour Habib. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Artiste, musicien, vous êtes également parolier. Et en face de vous, nous recevons un autre artiste également d'une certaine génération. Bonjour Monsieur Vincent Arirenou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alain, vous le disiez au téléphone, nous avons un psychopédagogue qui va analyser la question avec nous, nous dire un peu est-ce qu'il n'y a pas des conséquences d'une façon ou d'une autre. Professeur Toussaint Sagbo-Fanou, bonjour professeur. Bonjour à toute l'équipe et surtout bonjour à vos invités. Là. Ils vous répondent en tout cas. Bonjour. Vous restez au téléphone professeur et on va faire le débat avec vous. Merci. Alors, nous allons démarrer cet entretien et ce débat avec, disons, l'un des piliers, des gardiens de la maison, Polyrythmo, toujours en vogue et toujours en action. Vincent Arirenou, on ne vous présente plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez fait la même remarque que nous en ce qui concerne la grossièreté, les vulgarités contenues dans la chanson ou les chansons de la nouvelle génération de chanteurs béninois? Ben, bien sûr, il m'arrive de surfer sur YouTube pour voir quelle est l'actualité musicale, parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas surpris de voir des choses qui ne collent pas avec la société. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que ça a commencé il y a longtemps. Ah oui? Si, ça a commencé il y a longtemps. Mais auparavant, quand vous suivez, par exemple, on avait l'habitude, on est peut-être plus habitués, pour ceux qui n'ont pas pu suivre et qui ont hérité certains CD de leurs parents, à une certaine décence quand même, à des paroles assez poignantes, mais pas des obscénités quand même. Non, ils ne se ressemblent pas tous. Hein. Ah. Il y en a qui sont très très bons. Oui. Il y en a qui sont bons. Mais il y en a qui sont dégueux. Ah. Je ne peux qu'assister insensible à tout ça parce que je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Je n'ai pas la baguette magique. Mais ça se passe tous les jours et tous les jours ça se passe. Il y a moins d'un mois, c'est encore sorti très obscène, très dégueu. Alors, j'ai écouté jusqu'à la fin et je me suis dit, bon ben,
Il y a du pain sur la planche. D'accord. Habib Dakpogan, c'est sûr que vous avez fait le même constat, mais à votre avis, vous qui êtes à cheval entre cette nouvelle génération et l'ancienne génération, quel est votre avis sur la question? Je partage le même avis que mon doyen, mon devancier. Mais ce que je vais dire, c'est que chaque époque avec ses paradigmes. Vous savez, aujourd'hui, l'image voyage plus vite que le son. Nous sommes dans la civilisation du raccourci. Les réseaux sociaux ont pris la place de tous les canaux de communication. Du coup, les artistes veulent aller vite. Et en voulant aller vite, on entre dans le raccourci. On prépare des textes à la va-vite, on les produit. Et vous voyez, l'environnement Internet, TikTok, Facebook et tout ça, ça crée des tendances. Des tendances, tout ça, ça rentre dans une atmosphère de rapidité. C'est-à-dire, on veut aller vite. Et il faut que les fesses tournent vite. On regarde. Tourbillon. C'est d'une telle tension que les artistes, s'ils ne rentrent pas en eux-mêmes, s'ils ne sont pas tempérants, ils suivent la tendance. Ils sont obligés, bon, enfin, personne n'est obligé, mais je dirais qu'ils sont emportés par cette fièvre du rapide, de la révélation rapide. Bon, du coup, il n'y a plus de travail et on veut faire de l'effet sans faire du temps, sans travailler. Et vous voyez, lorsque vous regardez les vidéos, il y a beaucoup plus de fesses que d'autres choses. Alors que la musique, elle est censée adoucir les mœurs, elle est censée... La musique est générosité. La musique est amour, générosité, pertinence des paroles. Et c'est pas parce que le doyen est là, mais quand je prends sa chanson Sebla Coco, oui. C'est-à-dire, la poésie, elle a été faite en langue. Moi, j'ai fait longtemps avant de comprendre cette chanson-là. Absolument. Voilà. Il y en a qui parfois, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas réellement ce que c'est. Elle a été faite en langue, mais c'est de la linguistique, c'est de la poésie. Ouais. Bon, donc, le message, c'est-à-dire, tu es touché d'abord par la musique, l'arrangement, la voix et tout, et le message, ça te touche. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la rapidité. Et ça, c'est le problème, c'est un problème de fond. Mais ce que je vais dire, pour ne pas abuser de mon temps de parole, c'est que les producteurs, ils sont dans la vague parce qu'ils veulent vendre. Et les consommateurs, ils sont dans la vague parce qu'ils suivent une certaine tendance. Et là, nous sommes dans une dictature des réseaux sociaux. Et la dictature des réseaux sociaux, elle est sauvage, elle ne réfléchit pas. Et là, c'est pourquoi la musique, elle ne réfléchit plus. D'accord. En dehors des réseaux sociaux, justement, est-ce qu'il n'y a pas cette influence de certaines musiques qui viennent de l'extérieur? Quand on prend peut-être le contexte au Bénin, est-ce que ce n'est pas influencé par peut-être la musique nigériane, la musique américaine, qui sont beaucoup plus suivies sur YouTube, par exemple? Oui, bon, il y a d'abord le phénomène de la mondialisation de la télévision. Aujourd'hui, si vous voulez suivre un artiste de chez vous, vous n'avez pas la chance d'avoir un suivi constant sur un artiste de chez vous parce que vous êtes sur Canal. Vous êtes sur Canal où tout est sur Trace. Et alors, qu'est-ce qui est sur Trace? C'est une musique commerciale. Et je dis l'image. Comme vous avez parlé, les influences américaines et autres, les Américains, bon, c'est vrai qu'il y a toujours des chanteurs. Il y a toujours des chanteurs à côté. Il y a toujours de bons chanteurs. Il y a toujours des chanteurs à texte. Mais la grande tendance, c'est le commercial. Et donc, les influences nigérianes, toujours, le rythme nigérian, sincèrement, c'est presque saoulant à la fin, sauf quelques-uns. Ouais, le rythme nigérian, ça revient. N'importe quel studio vous vend ça rapidement et vous placez une ou deux paroles, un refrain en une phrase et puis ça va. Oui, donc nous sommes dans cette influence-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas de chaîne de diffusion de musique. On va y revenir. En attendant, le professeur Toussaint Sago-Farou est au téléphone. Professeur, à votre avis, est-ce que c'est seulement la rapidité qui explique le fait que nous ayons une cadence qui est en train de rentrer dans la décadence?
D'abord, je vous remercie sincèrement pour ce thème que vous avez mis au goût du jour et dont la société a vraiment besoin. Merci Je vous pour ça. remercie aussi pour les invités que vous avez et qui savent de quoi ils parlent. Alors, la rapidité, non. Je crois que nous sommes en train de faire une très mauvaise gestion du développement, de la prolifération des réseaux sociaux. Nous sommes en train de faire une très mauvaise utilisation. Et ce qui se passe en musique aujourd'hui est un peu pareil à ce qui se passe en politique. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas comme ça en politique ou en musique. Aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, il semble que l'argent prend le dessus. Et parce que l'argent prend le dessus, le producteur est prêt à produire n'importe quoi pourvu qu'il ait son cachet. Et puis les clients, les auditeurs aussi, bon, ils n'ont pas le temps de faire le discernement. Musique, c'est musique. Alors, à quoi nous assistons? Nous assistons tout simplement à des sonorités bizarres, basées sur un vacarme creux, où la répétition est de mise, et cela à l'opposé des poèmes et des leçons d'éducation chantées par des artistes reconnus comme des icônes de notre société. Et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas imiter des gens qui sont reconnus comme des icônes. Quand vous avez sur votre plateau Vincent Renou, je me dis, mais vous avez fait vraiment un très bon choix, parce que ça nous rappelle des choses formidables. Donc, pourquoi ne veut-on pas, en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération, imiter ce qui a fait du bon, ce qui est très bien? Aujourd'hui, tout le monde parle de Nelson Mandela en politique, mais personne ne veut l'imiter. Aujourd'hui, tout le monde parle de Denaga Janvier, de Stago Randanialou, de Dometok, de Ahé Vincent, mais personne ne les imite. C'est ça qui est le paradoxe. Au nom du développement, au nom de la rapidité, au nom des réseaux sociaux, au nom de la technologie, chacun fait son petit vacarme et on appelle ça musique. Alors que la musique, c'est de l'art. Voilà ce que je peux dire pour la première partie de cette intervention. D'accord. Pour ça, tous ces Fanou, vous restez en ligne. Chers invités, on va écouter un monde intellectuel. On va écouter un monde universitaire qui a aussi son avis sur la question. Nous sommes allés à la rencontre de quelques spécialistes de la question à l'université d'Abomey-Calavi. Voici leur avis. Les artistes sont en fait les miroirs de la société. Et qu'on le veuille ou non, la chose a commencé il y a quelques années. Et s'il n'y avait pas de consommateurs, je crois qu'ils auraient revu leur copie depuis. Lorsque vous voulez faire une œuvre qui s'étend dans le temps et qui concerne des cibles sensibles comme les enfants, les personnes âgées, si vous voulez entrer dans certains cercles, il y a un certain type de musique que vous ne faites pas. Cette expression de la transgression dans la musique n'est pas une génération spontanée avec l'espace urbain. Ça existe, ça a existé dans les couvents, nous avons pu le mesurer. Ça existe aussi dans des corps constitués comme des forces armées qui, vous allez les entendre quand ils font le sport, ils y vont avec des propos transgressifs. Et donc, du coup, ça, d'une part, ça existe, ce n'est pas une nouveauté. Ensuite, il faut dire qu'il y a un phénomène aussi, ce sont les réseaux sociaux qui permettent donc à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer librement à côté donc, des médias classiques que vous constituez, qui faisaient une sorte de censure avant, et donc toute cette censure est levée. Même dans la tradition, ce volet-là existe aussi, hein, où on parle donc de ces choses-là, mais alors, l'astuce chez les traditionalistes, c'est de l'insérer dans une chanson courte, à l'intérieur d'une chanson longue où la morale est sauvée. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, eux, ils ont besoin d'un public immédiat qui consomme ça immédiatement. Et ils ne se retiennent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils vont vendre s'ils mettent ce registre-là sur le terrain donc, de leur production artistique. On ne peut pas les condamner. C'est parce que le genre lui-même est comme ça. C'est la chanson qui autorise que l'on dise ce qu'on ne peut pas dire ordinairement. Oui, tu peux injurier quelqu'un maintenant directement. Et là, vous allez vous bagarrer. Mais faire une chanson pour l'injurier, enfin disons donc en faisant des allusions et autre chose, bon, à la limite, on va en rire et
ce qu'on l'autorise à faire, c'est lui-même, il n'a qu'à faire une autre chanson pour t'injurier s'il veut. L'éducation et la sensibilisation restent de grands leviers. Et de l'autre côté, il faut encourager l'action artistique en mettant des critères. C'est ce que les gens font ailleurs. L'accès aux subventions, l'accès aux grandes scènes, l'accès en fait à un certain nombre de facilités par les gouvernants devait être conditionné par un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, on pourrait donc lister les paroles, le genre de clip, les images, un certain degré d'obscénité qu'il ne faudrait pas atteindre. Si d'ailleurs chaque parent veillait à ce que son enfant n'ait pas cette vulgarité dans la bouche, même les artistes eux-mêmes ne produiront plus beaucoup ces genres de choses. Les pouvoirs publics ne peuvent rien réglementer dans ce secteur-là. Parce que si tu veux, sur quelle base tu veux condamner un artiste qui est libre dans son expression et qui sort justement donc ce qui semble lui convenir à son modèle et en même temps convenir au modèle de son public parce qu'il sait que les gens aiment ça. Alors, tu veux le retenir. Et quelle est l'autorité? Sur quelle base juridique d'ailleurs il va aller le censurer? La censure est sociale. Nos enfants sont énormément exposés aux écrans. C'est-à-dire, dès le bas âge, on leur donne des tablettes pour les calmer, parce qu'ils crient trop, voilà. Alors qu'on doit donner la priorité à la créativité, aux sorties, pour aller dans la nature, voilà, et même arrêter d'être, malheureusement pour vous, d'être tout le temps devant la télé. Je pense que de plus en plus, nous pouvons, pour le bien-être de la société que nous voulons construire, conseiller aux parents d'être un peu plus regardants sur ce que les enfants regardent, pour me répéter, jusqu'à ce qu'ils aient un âge où ils peuvent eux-mêmes maintenant choisir leur répertoire, choisir ce qu'ils écoutent. Mais pour l'instant, profiter de cette tranche où ils n'ont pas le choix pour exercer un veto qui va dans le sens de leur bonne éducation. Parce que la pudeur, ça reste quand même une valeur essentielle de la société à travers le monde. Et un enfant qui est éduqué sur ce plan, il peut faire le tour du monde et franchir des paliers très très élevés en gardant une certaine dignité, une certaine respectabilité. Et ça, c'est le rôle des parents et accessoirement du système éducatif. Et oui, c'était l'avis de quelques universitaires spécialistes sur la question. Alors, M. Vincent Aréhénou, dites-nous, à votre époque, vous parliez certes d'amour, vous parliez de femmes, vous parliez de sentiments entre deux sexes opposés, avec les codes qui vont avec. À votre avis, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui la jeunesse n'ait plus la possibilité, je dirais, ou bien bon, ne fasse plus le choix de ces codes-là pour dire les mêmes choses? En fait, nous, on avait des repères. On avait des repères, on avait des aînés auxquels on voulait ressembler. Mais les jeunes d'aujourd'hui, apparemment, n'ont pas de repères. C'est des générations spontanées d'artistes. Parce que la machine est à disposition, on peut créer ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, surtout quand on dit des bêtises, ça marche. Je me demande comment ça marche. Et justement, pourquoi ça marche. À l'aune de quoi on juge cette marche-là? Ça marche par rapport à quoi? Bon, parce que ça donne un certain succès à ceux qui les chantent. Ça leur donne un certain droit. Ils deviennent populaires pour avoir dit des bêtises. Qu'est-ce qu'on y peut? Autrefois, je me rappelle que l'ORTB censurait les chansons où on s'insultait, les chansons où il y avait de bêtises, l'ORTB censurait. Aujourd'hui, comme l'a dit un universitaire, les réseaux sociaux ont échappé à tout le monde. Mais la dernière fois, YouTube a censuré un de nos artistes. Oui. Mais la censure était assez légère pour moi. Alors, pourquoi devrait-on aller jusque-là? Parce qu'on n'a pas de repère. On pense que tout est possible, on ne veut ressembler à personne, on ne veut pas être des modèles, on ne veut pas que demain on parle de vous. On ne réfléchit pas à tout ça. Or, nous,
quand on compose une chanson, on essaie de voir tous les aspects, toutes les formes pour voir est-ce que ça va rester pérenne. Est-ce que dans 20 ans, cette chanson peut encore être d'actualité. On regarde tout ça. On parle avec l'arrangeur. Comment tu vas faire? S'il fait, ça ne va pas, on refait. Et finalement, ça reste. Sinon, certaines restent. Certaines chansons restent des modèles, des mélodies immortelles. Et on avait des codes pour dire des bêtises. Vous acceptez. Le premier auditeur, le premier venu ne pouvait même pas comprendre. Jamais. Si on ne te l'explique pas, tu ne peux pas savoir. C'est comme ça, nous, on a appris des années. On dit des bêtises, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup de tact, à le faire passer, même aux plus exigeants. C'est ce que nous, on faisait. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, mais on observe et on constate, on est insensible à tout ça. Justement, M. Habib Dakpogan, vous l'avez dit, les réseaux sociaux échappent à tout le monde. Les universitaires l'ont également dit. Quelle est votre réaction par rapport à leur avis? Ils estiment qu'on ne peut pas incriminer cette jeune génération. Oui, ils estiment qu'on ne peut pas incriminer parce que ça servira à rien. On a dit la popularité, elle est grandissante lorsque vous avez dit des choses obscènes. Et tout ça, c'est dans un environnement. Et puis, il y a la dictature des réseaux sociaux. Et nous-mêmes, bon, on essaie d'y échapper. Mais on a quand même le téléphone avec nous. Bon, donc, imaginez des jeunes qui sortent de l'adolescence, qui sont exposés à la musique, qui voient des jeunes comme eux devenir très très populaires en disant juste des bouts de phrases, ben, ça les tente. Eux, ils prendront pas modèle sur Vincent Ré et nous, ils prendront modèle sur quelqu'un qui a dit un truc très très obscène tout de suite et qui a pris et tout le monde est derrière. Bon, donc, et voilà. Justement, quand on observe un peu les vues sur YouTube ou même pendant les concerts, on se rend compte que ce sont ces artistes-là qui sont qualifiés d'obscènes, qui ont le plus de public, ce sont eux qui sont les plus suivis, justement. Est-ce parce que l'ancienne génération délaisse un peu la musique au profit de ces jeunes? Non, c'est justement, c'est pas ça. La musique, elle se fera toujours. Il y aura toujours des passionnés. Il y aura toujours des gens pour porter des idées. Il y en a toujours d'ailleurs. Mais c'est que la majorité ayant accès aux réseaux sociaux, la majorité ayant accès à la communication facile, et les artistes faciles vont naître. Et malheureusement, le drame que nous vivons, c'est que les artistes faciles sont populaires. Oui. Et il y a, je me souviens, la chanson Grand Star, je ne sais pas comment on appelle ça, des milliards de vues. C'est un bout de phrase. C'est des milliards de vues. Bon, je ne sais pas ce que ça dit. Peut-être ça ne cadre pas exactement avec ce qu'on dit ici. Mais c'est pour dire que le commun des mortels étant dans la masse, lorsque on leur sert quelque chose qui leur est accessible et surtout aujourd'hui où ben voilà, tout est dénué, la sexualité est démocratisée, ben il y a fort peu de chances que des très bons artistes soient aussi populaires que des artistes relativement vulgaires. D'accord. Alors, Habib Dakpogan, je ne vous coupe pas, mais dites-nous, s'il y a cette liberté au niveau des réseaux sociaux, lors des spectacles, par exemple, on ne peut pas parler de la même liberté puisque les promoteurs ont le choix, ont la possibilité de bien regarder qui mettre sur les podiums. Comment se fait-il alors que ces obscénités se retrouvent sur les podiums et même des podiums que je qualifierais d'officiels? Bon, je ne suis pas producteur, mais sincèrement, si je suis producteur, que j'ai une famille à nourrir, je sais d'abord ce qui doit rapporter l'argent. Oui, parce que si j'appelle l'artiste X et que ça me fait 1 million de personnes, enfin, non, 1 million c'est exagéré, peut-être je l'appelle, j'ai 200 000 personnes qui sont là en même temps. Sincèrement, je vais l'appeler d'abord, après on va parler des questions de morale. C'est ça, en fait,
En fait, nous sommes dans un cercle vicieux, nous sommes dans une boucle, et je ne sais pas qui va couper la boucle, mais je pense, bon, quand on sort de la caricature, les producteurs ont un rôle à jouer. Déjà, le doyen disait, il y a l'arrangement, il y a la découverte de l'artiste, l'arrangement, il y a le travail autour. Parce qu'il faut que quelque chose reste, soit passé aux générations. Il faut vraiment que quelque chose soit passé aux générations. Merci beaucoup, Habib Dakpogan. Nous avons toujours le professeur Toussaint Sagbofano au téléphone. Professeur, vous avez suivi les différents avis. Les spécialistes disaient également tout à l'heure que les réseaux sociaux ont pris cet assaut-là parce que les parents ont quelque part démissionné dans l'éducation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Ben, je serais peut-être un peu acerbe. Les parents, d'accord, mais avant les parents, il y a quand même des autorités qui régulent tout ce qui se passe dans le pays. La preuve, il y a des autorités qui nous déconseillent de rouler sans casque. Oui. Et là, on impose le casque et tout le monde se conforme. Pourquoi est-ce que ces autorités ne pourraient pas aussi exiger qu'il y ait un peu plus de retenue et de tenue dans tout ce qui doit être fait, produit comme musique, comme chanson? Pourquoi est-ce que ces mêmes autorités ne peuvent pas sanctionner avec la dernière rigueur des scènes obscènes qu'on remarque devant le public, devant le grand monde? Mais au finish, c'est toute notre société qui va à la dérive. Ce n'est pas aujourd'hui les graves conséquences. Aujourd'hui, on constate, mais demain, on aura les effets. Et c'est ça là qu'il faut éviter, il faut parer au plus pressé. J'ai suivi tout ce qui a été dit. Mais les réseaux sociaux ne s'emparent que de ce qui vient à leur portée. Avant même la presse nationale, la presse officielle. Mais s'il est dit que quelqu'un qui aura fait des obscénités, des choses inacceptables, qui n'ont rien d'éducatif, qu'on verra sur les réseaux sociaux, on va les sanctionner. Vous allez voir, les gens vont se ranger. Les réseaux sociaux vont s'en servir, mais on n'aura que des choses acceptables sur ces réseaux sociaux pour aller très loin. Le mimétisme, l'imitation effrénée que nos artistes, dont ils sont victimes là, c'est pas souverain, c'est pas sain. Donc moi je crois qu'il y a un travail qui doit être fait. Même l'État aujourd'hui on se dit démocratie, liberté de presse, liberté de parole, et au nom de toutes ces libertés là, tout le monde va à la dérive. Plus personne ne veut reprocher quoi que ce soit à personne. Les autorités ont peur qu'on le tape sur les doigts, les responsables locaux ont peur que les autorités leur disent attention, ne me créez pas des ennuis. Alors dans ces conditions, la société va où? On va à la dérive totale. Totale, parce qu'il n'y a plus de leçons, il n'y a plus d'éducation. Et le pire dans tout ça, lorsqu'on produit tout ce vacarme-là et qu'on entend ça sur des CD ou bien des disques, maintenant on dit qu'il y a, je ne sais pas, il y a on aura... comment je dis ça? Il y aura un spectacle, voilà. On dit qu'il y aura un spectacle. Et devant ce spectacle encore, on fait pire que ce que nous entendons sur les CD, sur les disques. Devant ce spectacle, des gens sont prêts à montrer tout leur sexe. Mais le sexe ne peut pas nous embouter jusqu'à ce point. Les gens sont prêts à se déshumaniser totalement. Dans ces conditions, il faut qu'il y ait une répression. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait de la discipline. Parce que chanter, ce n'est pas venir dépraver, dénigrer et mettre à nu tout ce qu'on a mis sous le boisseau depuis des années. Donc moi, je crois que quelque part, même si on reproche aux parents de ne pas faire leur travail, c'est vrai que certains parents se disent, au nom de la liberté, bon, tout ce qui était tabou, maintenant on met ça sur le tableau et on met ça sur le tapis, et même les enfants de 4 ans, 5 ans doivent maintenant coopérer avec le sexe, mais c'est une maladie honteuse et grave, dont les conséquences sont énormes. On commence déjà à les ressentir. Professeur Toussaint Sagbofano, oui. À votre suite, certains Béninois ont eu, disons, leur avis sur la question. Vous gardez la ligne, on va les écouter pour savoir ce qu'ils pensent justement de ce phénomène. En tant que jeune, je pourrais dire que la musique béninoise est en panne. Parce que nous avons vu que la jeunesse, aujourd'hui, si chacun se lève pour pouvoir exprimer sa passion, à adhérer à la musique, alors que nous voyons que c'est du désordre. Il y a quelques artistes qui s'évertuent toujours à faire quelque chose de potable en ce qui concerne la moralité qu'elle est censée donner. Mais, disons, dans la masse, ça ne va pas, On constate des chansons profanes. L'objectif, c'est de gagner beaucoup de buzz. Vous voyez, donc,
ils ont constaté que la jeunesse qui est censée leur apporter beaucoup de buzz, de visibilité, est beaucoup plus attirée par les choses profanes, des trucs du genre qui ne cadrent pas avec la morale. Donc, dans l'objectif d'avoir beaucoup de visibilité, voilà, ils se jettent dans le décor. Et c'est déplorable. Bon, avec l'évolution de la science et tout, on a remarqué que nos artistes béninois essaient de copier les artistes occidentaux et ils arrivent qu'ils racontent souvent du n'importe quoi dans les chansons. Et aussi, à entendre, on voit des femmes nues dans les chansons, à se montrer. Et je trouve que ça déjà c'est déplorable parce que la femme ne peut pas se montrer comme ça. Elle doit se protéger, elle doit cacher en quelque sorte ce qui appartient ou bien ce qui appartiendra à quelqu'un après. Donc voilà. Bon, le conseil le plus palpable que je pourrais donner, c'est qu'elles arrivent malgré tout à préserver leur dignité. Genre qu'elles ne disent pas qu'avec l'évolution de la musique et tout, elles doivent se montrer. Parce que c'est pas ça en fait, être une femme. Une femme doit savoir se conserver, genre, doit savoir se garder en fait. Elle ne peut pas tout afficher, elle ne peut pas tout montrer. C'est pas acceptable. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu la dépravation. C'est-à-dire, bon, les gens, rien n'est plus caché, rien n'est plus totem. Et les gens désignent tout comme ils le veulent. Et puis, bon, on dirait que c'est ça qui intéresse même la jeunesse aujourd'hui. Et quand ils sont dans ça là, ils sont très bien appréciés. Alors qu'en réalité, ce n'était pas ça il y a quelques années, il y a quelques temps. Si ça continue comme ça, c'est que ce ne serait plus bon. Et puis, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va vivre pire que ça après. C'est ce que je suis en train de voir, quoi. Parce que de jour en jour, bon, les choses qui se passent aujourd'hui, maintenant, on voit que bon, c'était des trucs cachés dans le temps. Non, tout ça là, on peut cadrer ça. L'autorité peut cadrer. Oui, l'autorité peut cadrer. Puisque tout est affaire de choses là. Si l'autorité, bon, on les encourage ou bien ils font ça, ils vendent, on ne dit rien. L'autorité a le droit de cadrer ça. Là, ça peut aller. Une loi peut sortir et puis limiter un peu les choses là. Les parents doivent quand même limiter ces choses-là, interdire même. Bon, et puisque aujourd'hui, maintenant, des fois, ces musiques-là se jouent devant les parents, ça ne leur dit rien. Là, maintenant, ce n'est plus bon. Donc, tout est raté aussi à partir de là. Donc, les parents aussi doivent prendre leurs responsabilités face à cette situation qui, demain, crée on voit les enfants évoluent et puis d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est la dépravation, ce n'est plus bon. Et oui, avis de quelques compatriotes qui se sont exprimés sur la question. Mesdames, Messieurs, on va écouter d'autres compatriotes aussi, mais dans l'autre famille, la famille WhatsApp, réseau social de votre émission, qui ont exprimé également leur avis sur la question. Jennifer Sativi. Oui, justement, le premier message est celui de Naya Lawson. Elle écrit « Je plains les enfants, les ados et les jeunes qui dégustent sans modération. Pour les jeunes encore, on peut comprendre. Je suis rentrée dans une maison un jour et j'ai vu 3 enfants de 5 ans maximum qui chantait Mingolezui, le fameux morceau de Pamchito, sous le regard impuissant de quelques adultes présents ce jour-là. Quelques rares sonorités de quelques artistes béninois, surtout des récentes générations, éduquent. Triste. Ce qui explique tant de vulgarité, je suis tentée de dire que ce sont des sujets qui intéressent de plus en plus parce que longtemps restés tabous. Je ne veux pas dire que les parents ont peut-être raté l'éducation de leurs enfants. Le ministère de la Culture doit, selon moi, jouer un rôle de censure ou de veille. Un message qui nous vient de M. Martin Chaffa qui dit ceci. Retenez tout simplement que les gens ayant vécu sous toit paternel et maternel ne peuvent dire de bêtises pareilles. Et c'est à défaut du mieux que ceux-là chantent, à mon avis. Un autre message de Joël Tokponou qui nous dit « À mon avis, ce n'est pas le fait que certains artistes chantent le bordel qui est le véritable problème. Le véritable souci, c'est que malgré cela, ils soient diffusés dans certains médias classiques, ils sont les plus populaires. » Un message, un autre qui nous vient de M. Christian Yakaya qui dit ceci. La sélection Béné Passion et autres succès du passé continuent d'avoir le vent en poupe après des décennies de vie.
En sera-t-il de même pour ces insanités cacophoniques d'ici quelques années? Le temps sait bien sceller leur sort. Voilà, autant de messages. Il y a Claire Unga-Ayemonan qui nous dit « La musique, c'est l'art de combiner des sons d'après les règles. Malheureusement, il y a une certaine liberté de création par rapport aux paroles qui forment les sons. Conclusion, en fonction du contexte, du milieu et de la demande, on sert ce qu'on veut comme parole sur la musique. Quand le rythme accroche, certains adoptent la musique et dansent au son sans trop se soucier de la pertinence ou de la grossièreté des mots. Le choix ou la censure de ces genres de musique doit être individuel, institutionnel et collectif. Je connais très peu de ces chansons que vous évoquez. Certainement que je les zappe dès le début. Je fais la même chose pour les chansons qui véhiculent la supériorité inconditionnelle de l'homme et la soumission aveugle de la femme. » Madame Gisèle Dantinon exprime son avis en disant ceci: « Pour moi, le problème ne se pose pas dans la mesure où je n'écoute pas ces musiques aux sonorités et mots bizarres des jeunes. Chez moi, on n'en joue pas. C'est un choix personnel qui a impacté mes enfants. Les médias doivent encadrer la diffusion de ces sonorités bizarres et pas du tout éducatives. » Un autre message de Mémé Bouriana Dagia. Merci de m'avoir interpellé sur ce thème très préoccupant pour le bon vivre de nos petits-enfants. C'est dommage, je ne connais rien des artistes et chanteurs indexés parce qu'ils n'existent pas dans mon répertoire musical. Pour moi, il y a des autorités bien éduquées qui doivent faire leur boulot. Nous décryptons les situations pour le bien-être du peuple. C'est aux dirigeants de savoir ce qui est bon pour les jeunes pour éviter les grossièretés. Et oui, voilà, ça va être le dernier message de nos amis internautes. On revient sur le plateau. Alors, Monsieur Vincent Aréhénou, vous avez suivi les Béninois que nous avons interrogés dans la ville. Vous avez écouté le message d'autres sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire? C'est très pertinent ce qu'ils ont dit. Ceux qui zappent, ils ont bien fait, mais je préfère qu'ils aillent découvrir ce qui est dit avant de zapper. Parce que quand on leur dit ça, on le leur dit après, ils se disent je ne sais pas, parce que j'ai zappé entre-temps. C'est un problème qui risque de s'éterniser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous devez aller sur un festival en Europe, le tourneur vous demande combien de vues vous avez sur YouTube. Alors, pour avoir les vues, on va n'importe comment. Je crois que si l'autorité de tutelle peut faire quelque chose, ce serait bien, surtout que l'État accompagne la création dans notre pays. On peut supposer que tout thème doit être revu avant financement. Si on fait des choses comme ça, si on met de l'argent pour sponsoriser la création et qu'on limite, on jette un regard sur les tests, surtout les tests, avant de financer, ce serait bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de sortir un disque pour se faire entendre. Tu sors une chanson, tu es entendu. En notre temps, ce n'est pas possible. Il faut sortir l'album. Quand on parle d'album minimum, c'était 6 chansons. 6, oui, au moins. Oui. Aujourd'hui, tu sors un titre, on te décerne même des trophées. Ah, ouais. Voilà un autre problème. Moi, quand je vois sur les réseaux, sur les chaînes internationales, les filles danser en string, je dis, c'est leur culture, mais ça ne peut pas venir chez nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est chez nous. J'ai vu. Au détriment de nos valeurs morales. Tout est à terre. Et ça ne peut continuer. On doit pouvoir arrêter ça. Alors. Merci beaucoup, Habib, votre réaction. Vous avez suivi également la Vox Pop et les messages de nos internautes. Oui, mais je suis juste en phase avec tout ce qui a été dit. Est-ce que vous-même vous zappez parfois? Oui, j'essaye d'écouter un peu quand même avant de zapper parce que je veux bien. Bon, moi, je veux bien
je suis interpellé. Bon, en tant que chanteur, je suis interpellé. Est-ce que la voix est bonne? Est-ce qu'il y a un minimum d'arrangement? Maintenant, que dit le texte et tout? Bon, c'est là que la plupart du temps que j'ai choqué. Et puis, bon, l'arrangement aussi. L'arrangement aussi. Avec le phénomène autotune aujourd'hui, on met ça sur la voix voilà, pour cacher les défauts. Les imperfections sont rapidement cachées. Et bon, voilà. On nage en plein délire comment je vais dire, en plein délire de la consommation. Et je ne sais pas. Vous voyez, même quand on parle de censure, ça ira à l'encontre des principes démocratiques. Oui. Parce qu'on va vous dire à partir de quel niveau de cuisse ça devient obscène. Et vous voyez, à partir de combien de mots, à partir de quels mots on va considérer. Vous voyez. Bon, donc je pense que je vais peut-être rejoindre ce que disait le doyen. C'est-à-dire, si on procède par élimination, ça pourrait aller. C'est-à-dire qu'on valorise ce qui est valorisable et puis le reste, les gens se débrouillent. Et puis, il faut financer aussi la formation. Justement, j'allais vous questionner là-dessus. Oui, parce qu'un musicien qui est bien formé, il se dit, je vais rester dans la postérité dont j'ai intérêt à travailler. Mais un musicien qui se retrouve par hasard, ben, il a intérêt à foutre son bordel pour exister dans le temps. Après, il s'en fout. Vous voyez, donc la formation, c'est important. Mais Habib Dakoura, je reste avec vous. On voit que ces productions musicales qui font le lit à la vulgarité ne durent pas dans le temps. Est-ce que la mission de l'artiste, c'est de faire des chansons éphémères ou de faire des productions qui demeurent dans le temps et qui restent et demeurent bénéfiques pour les générations futures? Bon, sur ce point, au fait, l'artiste, en réalité, l'artiste, a priori, il ne vient pas pour éduquer. Ce n'est pas un enseignant. L'artiste, il vient pour offrir la beauté qu'il y a en lui. Il vient parce qu'il est habité. Un vrai artiste, il est habité, il est généreux, il veut offrir la beauté qui est en lui. C'est en réalité. Bon, donc, lorsqu'il le fait avec son âme, avec son talent, il n'a pas besoin de se préoccuper. Ça reste toujours. Voyez. Bon, maintenant, comme je disais, celui qui se découvre artiste, il fait tout pour rester. Et c'est là que tous les moyens deviennent bons. Parce que les singles s'enchaînent. Il se dit, ça fait buzz, je fais. Ça fait buzz, je fais. Ça fait buzz, je crée un concept, je crée un autre concept le mois prochain. Et ça fait buzz, ça fait buzz. Après, les buzz passent et on ne retient plus rien. Okay. J'ai une question. Lorsque je rebondis sur ce qui a été dit par M. Vincent Renou tout à l'heure en ce qui concerne YouTube, par exemple, supposons que la censure a lieu, on arrive à mettre certaines limites, mais qu'un morceau est déjà lancé, atteint des millions et voire des milliards de vues. Est-ce que quelque part le problème ne se pose pas toujours? Le problème même avec la censure, c'est un couteau à double tranchant. D'accord. Et parce que lorsque le morceau est censuré et qu'on sait, la majorité veut aller voir pourquoi c'est censuré. La curiosité est encore plus aiguisée. Et cet artiste devient... il s'offre une popularité à contre-courant, mais une popularité quand même. Voilà. Bon, donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas. C'est à la promotion, je dois dire. Oui, c'est-à-dire, bon, en réalité, ça participe à la promotion de l'artiste d'une façon ou d'une autre. Je pense que il faut former des artistes, il faut découvrir de vrais artistes, de bons artistes, les former. Ceux-là, ils ont le bien en eux. Le reste, je pense que ça disparaîtra. D'accord, merci beaucoup. Professeur Sagbo Fanou, vous êtes toujours avec nous. On a parlé tout de suite de la censure, mais il y a également le fait que le public est parfois très demandeur de ces chansons obscènes. Quel est votre avis? Quel est le regard que vous portez sur cela? D'abord, je voudrais dire que lorsqu'on parle du développement d'un pays, il n'y a pas que l'économie, la politique et autres. Il y a aussi la culture, et surtout la culture. Et je peux vous dire que les peuples qui sont restés très développés et autonomes, comme les Chinois, les Japonais, c'est parce qu'ils sont très attachés à leur culture. Et leur culture est véhiculée par la chanson, la musique, les thèmes qui sont contenus dans ces musiques-là. Alors, lorsqu'on parle de censure, et qu'on trouve que le peuple n'aime pas ça,
c'est toute la société qui va un jour c'est de la déconfiture. C'est pas bon pour la société. Parce que c'est toute la culture qui est jetée à l'eau. C'est tous nos cultes qui sont bafoués. Et c'est notre identité culturelle qui n'est plus reconnaissable, qui est totalement méconnue ou méconnaissable. Et quand cela ne rentre pas dans le développement ne tient pas tellement long, hein, sincèrement. Et c'est pour cela que moi je dis, tout comme il y a des sanctions par rapport à certaines infractions qui ont lieu dans la société, il faut aussi qu'on canalise un peu, quitte à mettre de l'argent dedans, mais qu'on canalise un peu ce qui est fait. Et que celui qui veut produire sache que s'il produit du n'importe quoi, son studio risque d'être fermé, ou bien il aura maille à partir avec les responsables culturels du pays. Il faut un minimum de rigueur pour qu'on arrête cette façon de voir la musique, non pas comme un art, mais plutôt l'instauration d'un vacarme où s'entremêlent la pornographie, les grossièretés, l'outrecuidance, toutes choses qui ne concourent pas du tout à l'éducation de notre société, de la société en général. Et donc, c'est très important pour moi. Merci beaucoup, professeur Toussaint Sagbo Fanou. Vincent Ahéhénou, à votre époque, les femmes dans vos clips étaient bien habillées. On ne connaissait même pas les clips. Ah, voilà. Et puis, quand vous êtes arrivé dans, disons, à l'époque où il y a eu les clips, on a vu le clip, par exemple, Madja Flao, les femmes n'étaient pas nues. Pas du tout. C'était quand même bien réglementé. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce que dénonce notre invité, Habib Dapogan? C'est beaucoup plus des fesses qui tournent au dehors et les femmes acceptent de participer à ça. On a des clips où c'est les femmes, c'est la gente féminine qui est dénudée pendant que les messieurs sont bien habillés. Ouais, pourquoi? Elles sont payées pour être dénudées. Ce que nos autorités devraient comprendre, c'est que ces artistes qui vont dans leur scène ne se salissent pas, mais salissent le pays. Parce qu'un étranger qui voit ça demande de quel pays est cet artiste qui dit ça. Si on dit il est d'un tel pays, on dit mais merde, c'est ce qu'il y a là-bas ça. Donc les autorités doivent faire quelque chose. Ça salit le pays parce que quand vous faites bien, ça rehausse le pays. Quand vous faites mal aussi, ça le descend. Et ça ne saurait continuer. Monsieur Ahéhénou, je suis tentée de vous dire, quand vous parlez par exemple à ces jeunes artistes obscènes qui ne vendent pas la culture comme on le dit, ils vous répondront qu'ils vendent quand même la langue d'où certaines personnes rappent en fond, dans d'autres langues du Bénin. Oui, est-ce qu'ils nous regardent même? Nous, pour eux, nous sommes finis. Ils ne nous regardent pas. Alors que vous êtes quand même une bibliothèque. Nous on est là, on continue. Moi, je continue de gagner des droits d'auteur des chansons que j'ai faites il y a 50 ans. Mais ces chansons obscènes sont terminées depuis. Regardez, tout est terminé, on ne les joue plus. Mais moi, mes chansons se jouent toujours. Je suis du métier. Je crois que ceux-là ne sont pas du métier. Ils sont juste passagers et ils font du bordel et ils vont partir après. Mais qui ne nous salissent pas le pays. Parlant justement de clips, madame, monsieur, vous avez dû remarquer que notre réalisateur du jour est en train de mettre en œuvre un clip que nous allons lui demander de rebalancer, où on voit les jeunes, vous voyez, avec des chichas, avec... carrément nues. Vous regardez des femmes carrément nues dans ces clips. Et ces clips se retrouvent en téléchargement sur les portables de nos enfants, de nos jeunes adolescents. C'est un clip, Alain, qui a très vite atteint le million de vues, ce qui est déplorable. Ça appelle à la violence, ça appelle au viol, ça appelle à tout, à la dépravation. Alors, Habib, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'on peut continuer par faire des choses comme ça? On va le taxer parce qu'il est jeune, il est pas bon. Non, il n'est certainement pas de cette catégorie. Ça, c'est clair. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Oui, nous sommes en danger. Parce que le multimédia nous a déjà encerclés, nous a déjà cernés. Le multimédia nous a cernés. Et les effets de ce que nous voyons là ne vont pas s'estomper du jour au lendemain. Je pense que c'est une série de mesures pour protéger la jeunesse. Protéger la jeunesse contre elle-même, parce que le jeune est un individu potentiellement dangereux lorsqu'il n'est pas orienté.
Et voilà, vous voyez, la bouffée de... Vous voyez, c'est une image suffisamment déprimante. La bouffée de fumée qui sort de la bouche. Le jeune et l'innocent enfant qui regarde ça va se dire, ben, c'est ça qui est à la mode, il faut que j'y aille. Et puis, bon, la chemise totalement déboutonnée, et puis, il y a un problème d'esthétique sociale qui se pose. Et alors, il faudrait qu'on essaye d'y remédier. Mais là, quand on dit ça, après on dit comment, et moi, je n'ai pas la réponse. Monsieur Arerenou, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment en venir à bout de ce phénomène-là? Non, je ne pense pas. Malgré, quelles que soient les mesures qu'on prendra? Oui, si le financement est aidant, on recadre le secteur, ça peut aller. Oui, mais si le gars il s'autoproduit, si c'est une autoproduction et qu'il n'a pas eu besoin des ressources du ministère ou du gouvernement, dans ce cas, on dira quoi? Il continue. Il continue, mais moi je donne juste une piste. Oui. Je donne juste une piste. Ça c'est vrai. C'est dommage, sincèrement dommage. Mais je ne pense pas que ça puisse s'arrêter. Alors, Vincent Arerenou, nos valeurs culturelles, les valeurs morales qui caractérisent le Béninois. Le Béninois n'expose pas sa nudité en public. Le Béninois ne parle pas n'importe comment à ses aînés. Est très pudique. Mais comment réintégrer tout ceci dans la production musicale de la jeune génération de chanteurs? Je crois qu'il faut la formation, comme l'a dit M. Dapogon. Il faut la formation, il faut les obliger à se former. Et pendant la formation, on leur donne les conseils qu'il faut afin qu'ils regardent dans le sens qu'il faut regarder et produire des choses potables pour la société et pour la postérité. Parce que les enfants sont là, ils grandissent avec. Oui. Ils grandissent avec. C'est dangereux. Et après, on parlera dans notre société de beaucoup de viols, de beaucoup de fléaux. Je pense qu'il faut que les gens ouvrent les yeux. Alors, on va faire un dernier tour de table. La denrée, quel temps s'est achevé par ici pour ce débat. Habib Dapogon, si vous devriez clôturer ce débat, que direz-vous? Je ne dirais pas à vos compères ou confrères, mais que direz-vous à cette génération de musiciens? Bon, je vais peut-être pas parler aux artistes parce que je ne sais pas s'ils m'entendront. Je vais parler aux décideurs, je vais leur demander de faire la promotion de bonnes valeurs. Bon, donc de valoriser ce qui est bon et aussi que notre chaîne nationale soit suivie. Qui ait beaucoup plus d'audience sur notre chaîne nationale et parce que, bon, moi, je ne retrouve, c'est-à-dire que la dictature du multimédia est tellement forte que je me retrouve sur YouTube. Et bon, je retrouve quelques rares artistes de chez moi, mais presque dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que tous les clips se ressemblent. Il semble que les beats se ressemblent, les rythmiques se ressemblent et tout. La musique est en train de partir de l'animation que nous moi je pense que c'est de plus en plus de l'animation. Après je me dis qui est-ce que je suis pour juger de ce que la musique devrait être? Bon, non, c'est pas un jugement. Il faut tout de même attirer l'attention des gens là-dessus. Oui, il faut attirer l'attention. Donc c'est pourquoi je dis les décideurs n'ont qu'à faire en sorte que les bonnes valeurs soient vues, que les artistes soient formés, que vous voyez, lorsque les gens font The Voice, The Voice par exemple, qu'on ait des concours Voice national, mais bien financés pour qu'on décèle de bons artistes. Vous voyez, un bon artiste, quelqu'un qui chante très bien et qui a une certaine valeur morale, celui-là, il n'a même pas intérêt à devenir vulgaire. Lui-même, il a intérêt à protéger son image. Mais quand ça vient d'ailleurs, quand ça vient du mauvais côté, eh bien, celui-là, il est prêt à tout justement pour rester. Vous voyez, la provenance. Donc, ces concours sont importants et il faut que nos chaînes soient regardées. Vincent Arerenou, pour clôturer ce débat, vous diriez quoi? Je dirais à ces jeunes-là qui font de la bonne musique de continuer à faire de la bonne musique. Je ne veux même pas parler aux autres. D'accord. Que ceux qui font de la bonne musique continuent. J'en connais beaucoup dans notre pays. Ils sont très sérieux. Et quand ils composent, vous voyez,
comme une rédaction, l'introduction, le développement et la conclusion. Ça, j'adore. Il y en a qui continuent et que ceux qui font du bordel continuent dans leur bordel et qu'ils sachent que ça n'a qu'une courte durée de vie et que les autres continueront à gagner de l'argent avec ce qu'ils font aujourd'hui pour l'éternité. D'accord. Merci beaucoup, le professeur Sagbo Fanou est également en ligne. Professeur, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ce débat? D'abord, je vous remercie parce que c'est déjà un début de solution que vous ayez pensé à mettre ceci sur le tapis. Deuxièmement, je voudrais dire, lorsque les autorités tiennent vraiment à ce que notre culture soit sauvegardée, que nos patrimoines éducatifs soient sauvegardés, il faut qu'il y ait un regard assez pointu sur tout ce qui se fait pour que demain, on ne se retrouve pas devant le fait accompli. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, ça se fait et on ne se lève pas pour chanter ce qu'on veut chanter. On ne s'habille pas comme on veut. Et pourquoi pas chez nous? Notre culture l'exige. Et ça ne fait que nous grandir et nous identifier positivement. Donc, je tiens vraiment, en tant que citoyen, nous avons le droit et le devoir de réclamer que les choses soient réglementées autrement. Merci beaucoup à vous pour cette initiative. J'espère que des millions de téléspectateurs suivront pour que les autorités prennent conscience de ce drame-là. Merci beaucoup, professeur Toussaint Sagbo Fanou. Merci d'être resté en ligne tout ce temps et d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci à vous également d'avoir enrichi ce plateau de vos analyses. On vous souhaite bon vent. Et, mesdames, Messieurs, nous, on va prendre un petit congé de quelques secondes et vous retrouver juste après. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, le boulevard de la culture s'ouvre devant nous davantage et ça va être avec us et coutumes. Jennifer, ce matin, on va chez qui? Chez nos parents? On va de nos parents. Nous allons chez nos parents, les Haïzons. Ah, d'accord. Oui. Et il y a une forêt sacrée que nous allons découvrir. C'est assez intéressant. D'accord, on va y aller. Voici donc us et coutumes. Nous avons un milieu haïzo et particulièrement dans la région, précisément, je parle des arrondissements d'Agbanou, de Tokpa, de Lycée Gazon, de Loin-Gomé et autres. Il y a une forêt, une grande forêt sacrée qu'on appelle Khepazou. On a un ancêtre éponyme qui s'est déifié parce que cet ancêtre-là n'est pas mort et enterré, mais c'est cet ancêtre-là qui a en quelque sorte été à l'origine de toute la région. Et l'ancêtre a disparu dans cette forêt-là. Et il y a quelqu'un qui est chargé de cette forêt sacrée et qui est Khepana. La persécution que les Haïsos ont connue, c'est grâce à Khepa qu'ils ont pu résister et s'en sortir. Et si bien que, si par exemple, lors de la colonisation, où on devait emmener les gens et pour faire les guerres, les travaux forcés et autres, lorsqu'on venait faire des razzias et qu'on attrapait par exemple des gens et qu'il y en avait de notre région Khepa, on les amène d'abord à Lada avant de les emmener ailleurs. Et bien donc on dit, et à la veille de leur départ, leurs parents peuvent venir les saluer et leur donner un cadeau ou quelque chose comme ça. On va faire des cérémonies alors. On va voir le Khepa, on va faire des cérémonies au niveau de la forêt sacrée de Khepa et on indique à ce Khepa que son enfant là, tel enfant,
ne doit pas partir à tel endroit. Cet enfant doit rester ici. On prélève du sable de cette forêt-là, on attache dans un linge et qu'on va donner à celui qui a été prêt pour être envoyé loin. Dès que celui-là étale, il lui arrive à étaler un peu le sable là par terre, de se mettre là-dessus pour se laver. Ceux qui l'ont enlevé, ceux qui l'ont pris, qui doivent le faire partir, trouveront une raison de le libérer. Soit on va dire qu'il n'est pas apte physiquement, soit on va dire qu'il est malade, soit on va lui trouver une raison, celui-là retourner-le, nous on n'en veut pas. Il va revenir encore sur notre territoire là-bas à Répa. Répa est une entité qui protège, qui couvre toute la région et qui a permis de résister à l'envahisseur. Mais aujourd'hui, ça perd de son importance et de sa puissance. En dehors de l'aspect que je viens d'évoquer, il y a beaucoup d'autres choses qu'on gagne en maintenant une forêt sacrée. Mais entre-temps, la politique n'a pas été bien faite et les religions importées ont saccagé, ont détruit une bonne partie de nos forêts sacrées et ça a fait perdre la puissance à notre ancêtre éponyme, Répa, mais qui est toujours là et qu'on continue de vénérer. Et oui, mesdames, messieurs, c'était là donc Us et coutumes avec un habitué de ce plateau, vous l'avez certainement reconnu, Rounogan Aïnarin, qui nous parlait donc de cette forêt sacrée des Aïzo. On quitte les Aïzo, mais on ne va pas très loin, on va chez nos parents, qui sont peut-être leurs cousins, ou on verra bien les Wéménou, mesdames, messieurs. Voici Prénom africain. Afodé Gonkou est le prénom africain du jour qui nous sera expliqué, je dirais même explicité par notre personne ressource, Tibus Roukeala. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, chers amis, bonjour téléspectateurs de BB24. Bonjour Jennifer. Nous sommes toujours en janvier. Oui, nous sommes toujours en janvier et les fêtes continuent. Bonne heureuse année à nous. Oui, bonne heureuse année. Ceux-là qui nous regardent et qui nous suivent. Merci Tibus. Alors, Afodé Gonkou, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Vous savez, nous sommes dans le mois de janvier. On a fêté les religions endogènes il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et quand on dit Afodé Gonkou, ce n'est pas un prénom ordinaire que tout le monde peut se lever et donner à son enfant. La tradition littérale de Afodé Gonkou voudrait dire aucun pied ne peut ne pas fouler le pays de la mort. Ça veut dire que tout le monde est appelé à mourir un jour. Mais ce prénom n'est pas un prénom que n'importe qui peut donner à son enfant. C'est un prénom de vaudou. Ah oui? C'est un prénom de vaudou. C'est quand le vaudou vous désire et vous êtes adepte de ce vaudou-là, vous suivez les rites initiatiques. À la sortie de ces rites-là, on vous donne un prénom de baptême. C'est comme nous allons nous baptiser chez les chrétiens, on nous donne un prénom chrétien. Mais c'est comme ça, le vaudou donne aussi ce prénom-là. Mais pour donner ce prénom, le vaudou ne regarde pas au hasard. Peut-être il connaît peut-être difficulté dans la maison, tout ce que vous avez subi, ou bien tout ce que ta famille est en train de subir. Donc c'est au vu de tout ça là que le vaudou te donne ce prénom-là. Donc ce prénom Afodé Gonkou est un prénom typiquement vaudou. Mais il y a son diminutif que n'importe qui peut prendre. Vous savez, à Porto Novo, les grandes familles, les grandes familles princières, les grandes familles royales, les dynasties, eux, ils n'ont pas de divinité vaudou. Ils n'ont pas de divinité vaudou. Ils confient cette divinité vaudou-là à leurs frères et amis qui sont les dépositaires. C'est le cas, par exemple, dans le royaume de Porto Novo. Et vous voyez, les dépositaires de vaudou sont les Seto et les Tori. C'est ça. Les grands couvents vaudou à Porto Novo, un peu dans le royaume. Se trouvent dans cette terre-là. Oui, se trouvent dans la main de ces grandes collectivités, les Seto et les Tori. Maintenant, les Ahovi, comme on les appelle, les princes ou bien les grandes familles, s'ils veulent donner ce prénom parce qu'ils ont été éprouvés dans leur famille, ils n'ajoutent pas le coup.
Ils disent Afodé-Gon. Afodé-Gon. C'est ce qui fait le diminutif de Afodé-Gonkou. Mais dès qu'ils vont ajouter Afodé-Gonkou, on va leur faire le man. Vous connaissez ce qu'on appelle man. On va marcher contre eux. On marche. Une sorte de protestation contre eux. Donc, pour ne pas aller dans ça, là, pour ne pas reprendre ce qu'ils ont déjà laissé à leurs cousins, à leurs amis, à leurs parents, à leurs amis, ils préfèrent ne plus ajouter Kou et eux, ils s'appellent Afodé-Gon. Donc, quand on dit Afodé-Gon, cela se retrouve dans la famille princière. Afodé-Gonkou, c'est chez les dépositaires de nos religions endogènes dans le royaume de Porto Novo. Et quand on appelle ce prénom-là, ça fait peur à tout le monde. Qu'est-ce qu'on voudra dire en donnant à un enfant Afodé-Gonkou? Ça veut dire, on disait, tôt ou tard, l'enfant irait au pays de la mort. Finalement, quand il grandit, il devient quoi alors? Il devient quoi? On dit, nous des Zenakou au Koumonoku. C'est-à-dire, ce qu'on a laissé, on dit, lui là, tôt ou tard, il mourra. C'est lui qui dure longtemps. Donc, on nous a dit dans l'histoire que ceux qui ont porté ces prénoms-là, ce sont des grands dignitaires de culte vaudou, mais qui ont duré longtemps. On nous a dit quelqu'un a fait même 6 ans. Oui, une longévité, une prospérité vraiment nulle, autre pareil. Donc, tout ce qu'ils font leur prospère apparemment. Et ce prénom-là ne vous suit pas dans le sens direct de ce qu'il dit, mais dans le sens contraire. Donc, c'est un peu ça le prénom Afodé-Gonkou et son diminutif Afodé-Gon que tout le monde peut prendre. De continuer, Tibus, j'aimerais toutefois savoir si c'est un prénom mixte. Non, ce n'est pas un prénom mixte, c'est uniquement les hommes, bien les garçons qui portent ça. Parce que c'est un peu trop fort. Quand on dit Afodé-Gonkou, vous voyez ça, la tonalité, ce que ça dit. La charge, le puissance de ce verbe-là, c'est trop fort pour être porté par un enfant de sexe féminin. Donc, c'est uniquement... Est-ce que quelque part, ce n'est pas une discrimination? On revendique. On connaît aussi des femmes adeptes de vaudou. Dans le couvent vaudou, il n'y a pas de discrimination. Voilà. Nos parents, ils reconnaissaient depuis des lustres que la femme est l'égale de l'homme. On nous a même dit dans l'histoire, au cours de la Révolution, il y avait une dame qu'on appelle Yahweh Tchagankwe Yahweh, qui était elle était la représentante de toutes les entités de la religion ou bien de nos religions endogènes à l'Assemblée. C'est elle qui portait la voix des religions endogènes à l'Assemblée nationale au temps de la Révolution. Ça veut dire, non, la charge que ça porte, vous avez déjà dit, c'est trop fort. Quand vous donnez à une femme, par exemple, Afodé-Gonkou, peut-être les hommes ne vont pas aller vont la fuir. On va dire, cette divinité qu'elle porte là, vous savez, dans l'histoire, il y a des femmes qui portent des divinités et les hommes n'aiment pas aller vers là-bas. Donc peut-être c'est à cause de ça, les parents n'ont pas voulu que les enfants de sexe féminin portent ce prénom-là. Parce que nous avons demandé aux anciens, est-ce que les enfants de sexe féminin peuvent porter le nom? Ils ont dit non, c'est uniquement pour les enfants de sexe masculin. Donc ce n'est pas une discrimination. Peut-être si c'est même une discrimination, c'est une discrimination positive. Tibus Runkeala, merci pour toutes ces explications. On sait désormais à quoi s'en tenir. Si vous permettez, nous allons faire un gros coucou à celui qui est le vice-président du cadre de concertation nationale des religions endogènes du Bénin. Il porte ce prénom Afodé-Gonkou. On l'appelle Afodé-Gonkou Titilayok Benoupo. Ah, d'accord. Il serait à l'écoute. Ah oui, absolument. C'est une émission quand même assez bien suivie. Oui, bien sûr. Ah, pourquoi pas. Allez, Tibus Runkeala, vous restez avec nous. Bien sûr. Vous faites bien même d'ailleurs de rester et d'avoir évoqué la fête des religions endogènes de notre pays. On va, disons, aller un tout petit peu dans une couleur dans ce sens-là avec la capture de ce jour. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Voici donc le jingle. Quand on parle fête, quand on parle festivité, réjouissance, la nourriture n'est jamais loin. Et ce matin, justement, la capture en est une preuve. Et voilà. Tibus Runkeala, voyez-vous ce beau plat, quand on rattache ça
Non, ça, c'est pas le Améor. Bombo-miwo. Voilà, du Bomio, Bombo. voilà. Dans les religions endogènes, il y a ce qu'on appelle le Bomio. Littéralement traduit, la pâte du beau. Du beau, oui. La pâte du gris-gris. Oui. Ah. Ou bien la pâte du fétiche. Et alors, quand vous regardez ça, ça vous inspire quoi? Ah oui, ça donne envie de manger. N'est-ce pas? Oui, ça donne envie de manger. Ah ouais. C'est bien décoré. On voit le piment, on voit l'oignon. Un bon poulet qui vous attend. Et comment? Je crois que c'est nos vous vous frottez la main. Notre patrimoine culinaire est bien riche. Ah oui, hein, je pense qu'à la ça descente du inspire plateau, on va... Peut-être qu'on ira rendre visite à votre ami, le président du cadre de Pourquoi concertation. pas? Ah, bien sûr, il est à Porte-Nouveau. Il est à Porte-Nouveau, mais voilà. Après, il est disponible Non, pour t'accueillir. oui. Juste pour le Bomiwa, on peut se Oui, déplacer. juste pour le hein. Bomio. On ira le voir, lui rendre visite Parce avec que toute l'équipe. les gens disent même que ce repas-là, Oui. ça apporte des bénédictions. Ah bon? En plus. Oui, ça apporte des bénédictions. Mais même lorsqu'on le fait simplement à la maison, comme ça, est-ce que ça a toujours ce côté sacré-là? Je crois, hein, parce que le nom reste, ce côté sacré-là reste, parce que Si vous n'avez ça pas vient fait de quelque beau part. et que vous préparez le Bomio, Le côté sacré va toujours rester, parce que ça tient sa source de là. Donc c'est un esprit finalement. Non, moi je pense, en tant que bon Africain, bon Béninois, que le côté là va rester. Parce que même pour faire les pâtes rouges, là, il y a des occasions. C'est lors des grandes festivités, voilà, quand on a des qu'on le fait, invités. absolument. Donc Et ça le Béninois porte quelque aime chose. bien ça. Le Béninois aime ça. Donc, loin de ce qu'on peut penser, ça porte Et vous voyez que le réalisateur est d'accord avec nous. oui, Hein, il nous montre encore comment c'est vraiment bien présenté, comment c'est joli. C'est trop bien. Mais ce qui est sûr, Alain, lorsque dans la cuisson, on limite la quantité d'huile, moi je pense que c'est un repas très agréable, qui n'est pas très gras. Lorsqu'on sait cuisiner ça, on peut bien se régaler sans risque pour la santé. Merci beaucoup, Tibé Zonkera. Qui vous dit merci. On vous retrouve très prochainement avec un autre prénom de Porto-Novo ou de l'Ouémé. De l'Ouémé, oui, en général, quand on dit Porto-Novo, c'est l'Ouémé. Allez, merci à vous. Jennifer Sativi, ce Alain matin, vous avez envie de nous parler de quoi? Je vais vous parler du... Je pense que je vais laisser le suspense encore. D'accord. Vous laissez le suspense et le suspense sera dévoilé juste après ceci. Elle décide donc de lever le suspense en instant écho aujourd'hui. On parle de quoi, Jennifer? On l'appelle souvent l'ami des étudiants, le sauveur parfois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ils en font même un concours. Je devine que c'est du gari que vous voulez parler. Absolument. Nous parlons du gari aujourd'hui. D'accord. Et de sa production. C'est vrai que c'est un aliment très prisé chez nous au Bénin, mais est-ce que vous savez, en effet, c'est l'aliment de base de nos populations, mais est-ce que vous savez que son procédé de fabrication est l'héritage technologique de la production de ce qu'on appelle la farina? Oui, et ça se fait au Brésil. C'est une technologie, effectivement. Absolument, absolument. Vous êtes bien informés. Cette méthode a été introduite au Bénin dans les années 1800, selon les informations qu'on a recueillies, mais les deux techniques diffèrent. Alors, le district de Savalou est l'endroit le plus réputé pour la qualité de son gari et qui prime sur certaines autres productions du marché béninois. Et le gari est très exporté et très prisé par les Nigérians. Certains districts en font même leurs aliments de base. Vous avez certainement remarqué ce qu'on appelle communément le ba ou le eba chez les Nigérians. Et généralement, ils viennent s'approvisionner au Bénin, même ce qui, parfois, ils ont certaines zones, certains districts, je dirais, qui fabriquent le gari. Surtout que chez nos parents, les Nigérians, on dit eba make me strong. Ça me donne la En consommant du eba, vous avez du tonus. Tout à fait. Et Alain, il a été remarqué, il est apparu que par la qualité, le gari est largement commercialisé. On parle du Nigeria, mais il y a également, c'est exporté, certains patriotes, je dirais, arrivent à exporter cela au-delà de nos frontières, au-delà du continent parfois même, mais cela est plus apprécié lorsqu'il est
il n'est pas très acidulé. Malheureusement, c'est la difficulté à laquelle on est confronté. Quand c'est légèrement acidulé et qu'on délaye ça, oh non. Franchement, je crois que vous êtes ma personne. Quelques morceaux de glaçons. N'oublions pas le fameux clucli. Et comment? Clucli pimenté d'Agoli. Tout à fait. Et il y a une petite stratégie. Lorsque le gari n'est pas acidulé, vous pouvez mettre du citron. Ah ouais. Ah oui, non, ça donne un bon résultat. Ah ouais, absolument. En tout cas, je le disais, cette mécanisation dont vous parliez tout à l'heure a été quand même testée par certaines firmes françaises il y a très longtemps, ici à Cotonou, mais les résultats obtenus ont été décevants. Il y a également le coût des équipements qui étaient hautement sophistiqués. Et alors, leur introduction dans le milieu villageois a été interdit. Nous avons assisté à des pertes liées à l'épulchage qui atteignent 40% de ce qui a été investi, alors qu'elles ne sont que de 25% à l'épulchage manuel. Alors, ce qui facilitera l'exportation, selon ce qu'on a compris, c'est justement de trouver un procédé assez facile, assez moins coûteux pour permettre aux personnes qui font ce travail-là de ne pas trop s'épuiser et de mieux exporter et de pouvoir en produire en quantité suffisante. Et nous en tirerons le plus de profit. Et nous avons également remarqué que lorsque le gari est commercialisé avec certaines modifications, je dirais sucrées, au lait, au coco, parfois ce sont de petites... Il y a des arômes qui s'ajoutent. Voilà, des arômes qui s'ajoutent. Certaines personnes s'essaient, mais ça n'a pas encore été aussi exporté que cela. Donc, je pense que ce sont là des pistes qui peuvent être exploitées pour mieux vendre la chose, pour mieux promouvoir la chose. Voilà. Merci Jennifer. Je pense que notre appel ira à l'endroit des producteurs. Il faut faire beaucoup plus de manioc, puisque le manioc est la matière première. Absolument. À base, disons, de laquelle matière première, justement, on fabrique le gari dans toutes ses variétés, et même de tapioca et tout. Je suppose que vous allez nous en parler très prochainement. Merci à vous, Jennifer. Je crois que c'est une idée de business que vous venez de donner, comme nous le disons ici sur ce plateau. Si vous avez un lopin de terre quelque part, allez-y. Au risque de le laisser engloutir peut-être par des faussaires ou bien ceux qui volent les parcelles, exploitez, mettez du manioc, ça va faire du gari. Oui. Et puis bon, voilà, ça va vous faire quand même... Vous en tirez bénéfice. Voilà, ça va faire quelques CFA en plus. Tout à fait. Voilà. Merci à vous, Jennifer Sativi. Nous prenons le dernier virage de cette émission, mesdames et messieurs, où nous allons retrouver le duo Zénab et Raphaël Santrinos dans le titre War.
passe pas. Vous restez avec moi. Nous allons prendre congé des auditeurs et téléspectateurs. Et ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau. Un grand plaisir partagé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Alain et pareil à vous. Ramenez-nous une autre cravate, demain on va en parler. D'accord, il va falloir donc que j'en fasse tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir passé ces grands moments de télévision avec nous. On vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve très prochainement par la grâce de Dieu dans un autre numéro que nous espérons sera plus enrichissant, je vais dire, que celui-ci. Allez, au revoir et bye bye. Bye bye.